Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré au corps, quand le corps se rebiffe. Alors qu'est-ce qu'on veut dire avec cette expression, quand le corps se rebiffe? C'est que le corps, quelquefois, ne vous suit pas, malgré tout votre volonté. On a l'impression qu'il a une certaine autonomie. Alors Noël Châtelet est notre premier invité, et avec Patrick Tudoret ici, nous recevons Noël Châtelet, qui est universitaire et écrivain. Vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Laisse courir ta main » aux éditions du Seuil. Je dirais que c'est un livre bilan sur l'ensemble de votre œuvre, et dans la mesure où vous vous rendez compte, et c'est pour ça que vous êtes là ici ce soir, qu'au fond, toute votre œuvre tourne autour de la question du corps. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, je dirais très, très fort, c'est que c'est un dialogue entre vous et vous. Vous vous êtes dédoublé, et vous vous êtes dédoublé pour dire quelque chose qui est, au fond, de quelle nature sont les mots du corps et les mots de l'être. Et on sent dans ce livre à la fois une grande souffrance et en même temps une grande appétence à mesurer comment le corps nous entraîne dans un certain nombre de pratiques ou bien alors nous freine. Et c'est ça qui est le plus intéressant, puisque vous avez un moment de maladie, vous êtes allongé, et d'ailleurs vous écrivez toujours allongé, et vous êtes allongé, et donc quelquefois c'est difficile, le corps vous freine, il vous empêche de faire tout ce que vous voulez. Je voudrais commencer par ça, parce que d'où vient cette réflexion sur le corps qui accompagne tous vos livres? Je pense à même La Dernière Leçon, qui est le livre le plus connu de vous, puisque c'est l'histoire de la fin de vie, de ma mère, de la fin de vie choisie de votre mère, le corps à corps culinaire, La Dame en bleu, Histoire de bouche, qui a eu le concours de la Nouvelle, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui a commencé avec une image que vous nous donnez au début du livre, oui. Ce cochon ouvert. Oui. Vous aviez une petite fille. Petite fille, 7 ans. 7 ans, oui. Alors, de quoi s'agit-il? Expliquez comment ça... Ça revient beaucoup dans le livre, effectivement. Oui, ça revient beaucoup, parce que j'allais dire c'est une scène primitive, au sens freudien du mot. Fondatrice. Oui, mais il y en a deux scènes, en fait. Il y a celle-là. Oui. Qui se passe dans la cour de la ferme, où nous avions notre petite classe d'école dans le grand centre que mon père dirigeait avec des adolescents en perdition. Et un jour, notre institutrice nous emmène pour voir le cochon qu'on va ouvrir et dépecer. Voilà. Et ce cochon, j'avais été le voir la veille, parce que j'aimais beaucoup lui rendre visite pour aller chercher, quand j'allais chercher le lait. Et tout à coup, je le vois écartelé sur une échelle, et puis on ouvre son corps d'un grand coup de lame et sort, non pas des choses affreuses, mais pour moi, des merveilles. Des merveilles. Je me dis, mais c'est incroyable l'intérieur de ce corps. J'avais un petit peu peur qu'il ait mal. L'institutrice me rassurait, elle me dit non, il est pas mal. Mais en tout cas, la scène m'a ébloui, beaucoup plus qu'elle m'a effrayée. Et c'est là qu'a commencé, je crois, l'intérêt très très fort que j'ai eu pour le corps. Puis il y a une deuxième scène de l'enfance. À peu près à la même époque, ma mère était sage-femme, mais elle était infirmière à ce moment-là, dans le centre que dirigeait mon père. Et vous avez une trousse d'infirmerie. Voilà, et tous les soirs, j'allais faire mes devoirs de l'école, aux côtés de ma mère, dans l'infirmerie. Et j'assistais donc au défilé des adolescents qui venaient pour des bobos. Et j'écoutais. Et là, j'ai compris, certainement consciemment et inconsciemment, que ces enfants venaient là autant pour des bobos du corps que pour des bobos de l'âme. Et venaient chercher chez cette femme, chez cette infirmière, une mère absente d'une certaine façon. Et je me suis dit, le corps et l'être sont indiscutablement, inextricablement liés. Et ça m'a habité, cette pensée, jusqu'au moment où j'ai fait ce livre, ma thèse donc, d'université sur le corps à corps culinaire. Avec Deleuze. Avec Deleuze. Qui a eu la gentillesse, en effet, de diriger... C'était la philosophie des Lumières sombres.
Ou la philosophie des lumières sombres, c'est plutôt Sade, hein, parce que j'ai aussi travaillé sur Sade avant. Mais c'est pas un hasard si j'ai travaillé sur Sade, parce que le corps y est omniprésent, il y est dans la volupté, la souffrance, etc. Et au fond, je me suis dit, ce corps, il faut l'interroger sous toutes ses faces, de toutes les manières possibles, et montrer qu'il a son langage propre, qu'il ne fait que parler finalement. Vous disiez, Antoine, que le corps parfois nous lâche. Il nous lâche certes, mais il nous parle. Il nous raconte des choses. Et pour peu qu'on y soit attentif, dans le rapport qu'on a à la nourriture, dans le rapport qu'on a à la sexualité, dans le rapport qu'on a avec la mort, avec le vieillissement, avec tout ça, eh bien, il nous raconte des choses qui sont très intéressantes à entendre. Et quand vous dites que tout à coup je me suis rendu compte que je devais aborder cette question dans Laisse courir ta main, c'est pas tout à coup, c'est que ça fait 50 ans que je me pose ces questions du corps parlant. Oui, mais là, vous en avez une vision globale à travers tous vos livres, puisque vous faites un peu une synthèse, aussi bien à travers la faim, donc la nourriture, à travers la sexualité, à travers la maladie. Absolument. Je reparcours tout mon travail sur le corps, aussi bien à l'université d'ailleurs que dans les livres, mais je le reparcours parce que je suis, comme vous le dites, tout à coup clouée au lit, pendant 4 mois, sans pouvoir marcher. Oui, c'est bien d'expliquer le début. C'est ça le point de départ du livre. Voilà. Le livre n'existerait pas si je n'avais pas eu cette immobilité forcée. Et avec cette main courante. Et à ce moment-là, plutôt que de me lamenter, je décide de porter plainte. Voilà. Et je fais une main courante contre X. Et on se rendra compte un peu plus tard d'ailleurs que ce X, c'est bien souvent moi-même. Parce que quelle idée de travailler sur le corps si longtemps et avec tant de méticulosité, d'obstination, je dirais. Donc le corps se venge ? Le corps se venge, mais évidemment que le corps se venge. Il nous parle parfois gentiment, mais par moments, il fait des choses qu'on n'a pas envie qu'il fasse. Alors justement, cette question de la volonté sur laquelle je voudrais essayer de vous interroger, parce que tout au cours du livre, on se rend compte qu'il y a une idéologie qui est au fond cette idée qu'il y a une pesanteur du corps indépendamment de la volonté, des désirs de celui qui porte le corps, pardon, de celle qui porte ce corps. Bien sûr. Et à un moment, vous évoquez, c'est au début du livre, vous évoquez le protestantisme. Vous êtes de culture protestante. Je voudrais que vous me disiez en quoi, à votre avis, votre culture protestante a au fond éclairé cette réflexion sur le corps. Alors, j'ai tendance à dire, souvent d'ailleurs, que je n'ai gardé du protestantisme que la protestation. Mais quand même, effectivement, le protestantisme est là dans la méticulosité avec laquelle je travaille, je crois, une espèce d'hyper-conscience, et peut-être dans la forme que j'ai choisie pour ce livre. Parce que cette forme, elle est quand même pas banale. Je me parle à moi-même. Cette plainte, cette main courante, je la dépose auprès de moi-même. Il s'agit donc d'un dialogue avec moi-même. Et ce dialogue avec moi-même, au fond, je me rends compte, peut-être parce que la culture protestante est derrière, mais que je l'ai toujours vu et que je l'aurai toujours. En fait, je me parle depuis que je suis née et je pense que chacun de nous se parle. Parfois à haute voix, parfois sans s'en rendre compte, mais nous parlons à nous-mêmes. Et dans ce dialogue intime, il y a une richesse, une beauté et aussi des choses effrayantes qu'on n'oserait jamais dire à d'autres, mais qui valent la peine, je crois, d'être examinées. Vous citez quelqu'un qui compte beaucoup à vos yeux, à mon avis, c'est Grodek. Oui. Parce que vous montrez, à travers Grodek, qu'il y a un langage... Il est peu connu, hein. Oui, enfin, ceux qui ont fait un petit peu de culture psychanalytique, quand même, ont fréquenté Grodek. Et parce que, à travers la maladie, oui, le corps parle. C'est ça. Et ça, c'est une chose très, très importante. C'est-à-dire que le corps dit quelque chose sur le ralentissement nécessaire du rythme de vie. Le corps dit quelque chose sur, éventuellement, le fait qu'il est fatigué, qu'il n'en peut plus. Bien sûr. Et cette autonomie du corps, vous la reprenez d'abord chez Grodek. Je la reprends chez Grodek, contemporain de Freud, un peu poète, hein, sur les bords un peu bachelardien comme ça, qui analyse la maladie d'une manière absolument incroyable et qui m'a ouvert vraiment des champs d'investigation incroyables. C'est-à-dire qu'il considère que la maladie est là pour révéler quelque chose qui n'a pas été révélé.
Parce que les mots MOTS mentent, mais le corps ne ment jamais. Donc une maladie, c'est l'occasion de se rendre compte, de s'interroger soi-même sur les raisons qui font que le corps nous lâche. Et ces raisons, elles sont de l'ordre de l'inconscient. Mais ce qui est intéressant chez Grodec, c'est qu'il ne considère pas la maladie comme un drame. Et ça, c'est drôlement encourageant, parce que Dieu sait si ce corps, il est fragile et combien il nous tracasse. Hein. Mais comme un gain. C'est-à-dire, si vous êtes malade, profitez-en pour vous interroger sur ce qui, dans votre vie, dans votre inconscient, dans votre intimité, dans le secret de votre être, doit être dit et n'a pas été dit, et passe par la maladie pour l'exprimer. Patrick Tudoret. Vous êtes, pour relancer sur le corps, hein, sur le corps bien sûr, mais sur le langage, vous êtes bien sûr particulièrement attaché à la langue, à sa célébration en tant qu'écrivaine. Et en quoi la langue a-t-elle à voir avec le corps, justement, précisément? Et vous les écrivez d'ailleurs, la corporéité est une forme de langage avec sa grammaire, sa syntaxe, sa rhétorique. Oui. Et jamais mieux, cette corporéité ne s'est exprimée que sur une scène, avec la gestuelle, avec la voix, et ce qu'on appelle pour un comédien, par exemple, l'incarnation. Ça n'est pas pour rien que vous avez écrit pour le théâtre. Et c'est pas pour rien que ce livre vient d'une déception liée au théâtre. Parce que je vais tout dire là maintenant, on le comprend à la fin du livre. Oui. Mais pourquoi mon corps s'est arrêté de marcher? Pourquoi j'ai été clouée au lit pendant 4 mois? Tout simplement parce que j'avais écrit une pièce de théâtre, très importante pour moi, puisqu'elle signifiait que je passais à autre chose dans ma vie d'écrivain. À 75 ans, je disais, bah oui, j'ai plus envie d'écrire de livres, je vais me lancer dans le théâtre, un théâtre qui m'occupait depuis l'adolescence d'ailleurs. Voilà. Et j'ai écrit cette pièce, et en fait, au bout de 3 ans, après des avancées, des reculées, des re-avancées et des re-reculades, et surtout de grandes déceptions liées au fait que la pièce n'arrivait pas à se monter, mon corps a refusé d'avancer. Ça ne marchait plus. Je ne marchais plus. On m'a fait marcher, mais on m'a fait marcher tellement que je ne marchais plus. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée immobilisée, avec cette pièce entre les mains, qui n'avait pas trouvé sa scène. Et d'autant plus douloureusement que certains de mes textes avaient déjà été montés sur scène. Donc, j'avais vu combien ma parole, parce que j'ai un grand goût aussi pour le dialogue, pas seulement avec moi-même, mais avec tout le monde. Ça se voit, non? J'avais vu que mon travail se prête assez bien, effectivement, à la mise en scène et à l'incarnation dont vous parlez un instant. Et voilà, donc c'est une entrée dans le théâtre en tant qu'auteur qui a été au fond une entrée un peu ratée. Et c'était pas une douleur liée à du narcissisme. En fait, c'est une douleur profonde, très profonde. Parce que c'est comme si tout à coup, ma vie de créatrice s'arrêtait. Et donc, ça a eu un rejaillissement psychosomatique, en fait. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est ce que vous expliquez. Mais vous avez eu beaucoup d'exemples comme ça dans votre vie, parce que le livre que vous avez écrit sur la chirurgie esthétique, vous en avez vu la forme en rêve, dites-vous. Oui. Et la forme vous est apparue. Et au fond, a priori, vous n'étiez pas forcément conquise par la démarche de ces gens qui voulaient lifter leur corps, l'améliorer, l'embellir. Et puis petit à petit, vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose de très grave. Parce que toucher au corps, c'est toucher à l'être. Oui, bien sûr. Et toucher à l'être, et que dans la société du paraître, cette chirurgie esthétique a une très grande importance. Et vous nous expliquez que, au fond, il se passe quelque chose chez quelqu'un qui fait de la chirurgie esthétique. Il y a une demande absolument folle de voir son corps autre, et finalement, petit à petit, soi-même d'être autre. C'est quelque chose que vous avez découvert en suivant des patients en chirurgie esthétique. Les patients, en discutant avec les chirurgiens, etc., qui n'admettent pas toujours que ce soit aussi profond. Mais moi, je le pense que c'est très, très profond. C'est-à-dire que ces demandes de chirurgie, elles ont toujours derrière un profond désir d'être aimé, un profond souci d'identité,
le vieillissement en particulier, parce que c'est quelque chose de terrible à vivre. Je veux dire, c'est peut-être l'image qu'on a de soi. J'ai du mal à vous suivre, mais c'est pas grave. Non, vous n'allez pas avoir du mal à me suivre, vous allez très bien comprendre que rien n'est plus douloureux qu'une image dévalorisée de son corps. Et la vieillesse en fait partie, puisqu'on se voit se transformer. C'est une douloureuse épreuve humaine. Voilà, une des plus douloureuses peut-être. Et la chirurgie esthétique apparaît, si on s'y interroge un peu en profondeur, comme un moyen de résoudre ce problème et de le gommer en quelque sorte, au sens propre et au sens figuré. Voilà. À propos de ce livre, Gilles il y a Deleuze, toujours de l'être qui appelle derrière le paraître. À propos de ce livre, Gilles Deleuze vous a dit Noël, vous êtes un peu trop inféodé à la psychanalyse. Alors, oui. Vous ne nous dites pas votre réponse. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est pas à propos de ce livre, mon cher Antoine, Si. c'est à propos de la thèse, du corps c'est de à la corps thèse, oui. culinaire. Oui, Eh bien, je ne sais pas si je suis inféodée, mais je trouve encore et toujours, dans le rapport à l'inconscient et l'étude de l'inconscient, des réponses à mes questions. Ça ne veut pas dire qu'elles sont là Mais en voilà ce que je permanence. voulais, c'est une défense de la psychanalyse. Oui, Et bien sûr. ça n'apparaît pas dans le livre. Vous nous livrez la critique de Deleuze, mais pas la réponse de Noël Châtelet. La réponse, elle est le livre lui-même, je dirais, d'une certaine façon. Elle est partout. La réponse, elle est à chaque ligne du livre. Mais je n'ai pas écrit ce livre pour défendre la psychanalyse, mais je pense qu'on n'écoute jamais assez ce qui ne se dit pas. Donc, ce qui ne se dit pas est de l'ordre, effectivement, du cachet, du secret, et souvent de l'inconscient. Grodek a été celui qui a été le plus loin, finalement, dans cette question. D'ailleurs, Freud s'est fâché avec lui. Oui. C'est pas pour rien. Il s'est fâché avec beaucoup de gens. Il s'est fâché avec beaucoup de gens. Oui. Simplement, on parle de chirurgie esthétique. Il y a chirurgie esthétique, vous venez de l'évoquer, et chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ce phénomène qui est proprement délirant, qui relève du narcissisme le plus délirant, justement, de l'hubris, de ces familles aisées au Brésil qui offrent à leur fille de 16 ans une chirurgie esthétique pour les seins ou pour le fessier? Oui, exactement. Moi, je vous avoue que les bras m'en tombent. Les bras nous en tombent d'autant plus que je crois qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur une table d'opération. Oui, parce que dans cette enquête que j'ai faite dans le milieu de la chirurgie esthétique, j'ai pris des risques énormes. Je suis allée, moi, je suis allée au turbin, comme on dit. Oui, je suis allée dans les salles d'opération. J'ai voulu assister à une quinzaine d'opérations très différentes. Rhinoplastie, seins, etc. C'était lourd, c'était dur à voir. Et en fait, c'est pas aller chez le coiffeur, aller sur une table d'opération. Il y a une banalisation qui est très dommageable. Et surtout, faire ce cadeau à une adolescente, c'est lui dire qu'au fond, sa vie ne se résoudra qu'à quelque chose qui est de l'ordre du paraître. Oui, et qu'il n'y a aucun travail à faire plus profond, plus intéressant. C'est dommage, c'est vraiment dommage. En même temps, je ne porte pas de jugement de valeur sur les personnes qui font ce geste. Je sais simplement, j'essaie de mettre l'accent sur le fait que s'ils le font, c'est pour des raisons beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît, et parce qu'il y a souffrance. Et qu'il y a souffrance de l'être. Alors justement, dans chacun de vos livres, il y a une enquête considérable qui a précédé le livre et un travail d'information journalistique dans lequel, bien sûr, je me suis reconnu, mais qui précède l'écriture et qui est très important chez vous. Oui. Et je pense à ce livre consacré à la greffe d'organes avec Isabelle. La greffe de visage. La greffe de visage, oui, c'est ça. La première greffe de visage. Vous nous montrez que, au fond, petit à petit, vous savez tout sur ce que c'est que la greffe. Qu'est-ce qui se passe dans la greffe? Ça a commencé avec un ouvrier africain au pouce qui était intégralement sectionné. Ensuite, cette femme à qui on voulait greffer un nouveau visage. Plus un documentaire que j'ai fait en parallèle. Alors ça, c'est très très intéressant. Oui, que j'ai fait avec Anne Andreux. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette vision d'avoir un nouveau visage? Et alors, vous posez des questions absolument passionnantes. On a un nouveau visage qui vous est greffé. Est-ce qu'on est autre? Parce que le corps s'est transformé et il apparaît différemment. Et au fond, en entrant dans cette altérité d'un nouveau visage, est-ce qu'on entre dans une altérité de l'être?
Je le pense. C'est le cas d'ailleurs de toutes les greffes, qu'elles soient visibles ou invisibles. J'ai suivi de très près dans cette émission justement avec Anne Andreu le cas d'un homme assez jeune encore, il avait une quarantaine d'années. On l'a suivi avant sa greffe de cœur, on a assisté à son opération qui a été filmée, puis on l'a revu un mois après. Eh bien, il savait qu'il avait en lui un autre, qu'il bénissait, évidemment, puisqu'il lui avait donné la possibilité d'être encore en vie. Et vous évoquez la présence de la mort dans le vivant. Eh bien sûr. Parce que, alors, il y a des greffes différentes, mais par exemple, pour Isabelle Dinoir, il a fallu qu'elle attende, effectivement, qu'il y ait une donneuse, c'est-à-dire quelqu'un dont on allait prendre, non pas le visage entier, parce que ce n'est pas encore le cas, mais toute la partie maxillofaciale du visage. Et ça a duré, elle a été défigurée par son chien, qui lui avait arraché le visage. Elle est restée 2 mois en attente à Amiens de ce nouveau visage. Une patiente potentielle est arrivée, une jeune femme, dont l'incarnation semblait parfaite, etc. Et puis, on a greffé cette partie du visage sur elle. Mais ce qui m'intéressait, moi, dans ce livre, c'est de suivre toute cette aventure du point de vue des 45 personnes en tout qui ont participé à cette première chirurgicale, mais surtout de suivre pas à pas la manière dont Isabelle avait été passée de la défiguration à une transfiguration qui posait des problèmes. Mais vous dites, qu'elle a dit, je n'ai pas retrouvé mon visage, mais un visage. Elle disait ça, et très bizarrement, et c'est pour ça d'ailleurs que les choses ne se sont pas si bien passées avec les médecins. C'est d'ailleurs la seule fois où, en travaillant avec le monde médical, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir été vraiment comprise dans ma démarche. Il semble que les médecins souhaitaient qu'elle dise « j'ai retrouvé mon visage ». Et Isabelle tenait beaucoup à me dire que ce n'était pas son visage. Je n'ai pas retrouvé mon visage. D'ailleurs, je vais te montrer une photo d'avant, mais j'ai retrouvé un visage. Bien sûr que ce n'est pas son visage. Et ça ne serait jamais son visage. Et c'était intéressant, effectivement, c'était de suivre cette transformation qui raconte beaucoup de ce qu'elle éprouvait dans son être aussi, hein, parce que c'est une femme très, très attachante. Je me suis beaucoup attachée à elle. Mais je me suis rendu compte aussi que cette histoire qui a passionné le monde entier, eh bien, on n'avait pas trop envie d'aller la voir de près, hein. Le livre n'a pas eu le succès que... Enfin, je n'écris pas un livre pour avoir du succès, mais enfin, je me disais que ça pourrait quand même intéresser vous citez, d'ailleurs, tellement de gens. Et bien finalement, ils ne sont pas allés vers cette histoire. Ça fait peur. Oui. Et le corps, souvent, fait peur. Vous citez d'ailleurs Paul Valéry, ce très joli mot, qui est ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. Voilà. Et je crois que tout est résumé. Tout est résumé par ça. Et puis, c'est aussi, ce qu'il y a de plus profond aussi, c'est les mots MAUX qui remplacent les mots MOT quand les mots ne suffisent plus. Dans les Châtelet, c'est tellement profond que finalement, on peut se poser la question de savoir si on n'accède pas totalement à votre intimité à travers cette mise en scène du corps dans diverses pratiques et divers livres qui ont été les vôtres. Je veux dire par là que petit à petit, vous en venez nous parler de votre petite fille, Salomé. Mais de Salomé, vous parlez de Salomé. Oui, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Au Pays des Merveilles. Sur la maternité. Et ce qui est assez intéressant, c'est le rapport que vous faites entre cette jeunesse et la vieillesse. C'est-à-dire l'univers de la vieillesse et celui de l'enfance, dites-vous, sont un peu en miroir. Oui. Et j'aimerais qu'on parle de cet univers en miroir. Vous avez l'impression que les corps sont en miroir? Moi, j'ai l'impression quelquefois que c'est difficile pour les jeunes, par exemple, de comprendre en quoi le corps des vieux se rebiffe. Parce que le corps des jeunes ne se rebiffe pas, semble-t-il, si. Il est moins dans la souffrance que le corps vieillissant, c'est clair. Mais vous dites en miroir. Pourquoi vous dites en miroir? En miroir au sens même du pays des merveilles, je veux dire, de notre ami qui descend,
qui, pour se comprendre mieux et comprendre le monde, va descendre dans un gouffre très profond et découvrir effectivement le merveilleux de l'être et de l'enfance. Non, ce qui est intéressant dans la vieillesse, et moi je les associe beaucoup, ce qui est intéressant dans la vieillesse et l'enfance, c'est qu'ils forment une sorte de boucle. Une boucle que j'appelle la boucle de la connaissance. Et effectivement, je crois que ne s'entendent jamais mieux que les très vieilles personnes et les très jeunes enfants. Parce que, et les très petits. Et c'est pour ça qu'il faut que... L'art d'être grand-père. L'art d'être grand-père, mais c'est pour ça que c'est une très bonne idée de mettre, par exemple, des EHPAD, etc., à côté des écoles maternelles et de permettre c'est formidable. Oui, des passages des petits vers les plus vieux et des vieux vers les plus petits, parce qu'ils se parlent, ils se comprennent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore dans une espèce de fantaisie, de ludisme, que malheureusement la maturité nous interdit, à cause du devoir que ça implique d'être un grand et une grande fille, quoi. Là, il y a quelque chose entre la vieillesse et l'enfance qui se percutent et qui sont effectivement en miroir et qui m'intéressent aussi beaucoup. Ce qu'on appelle l'esprit d'enfance, qui est cher à Bernanos, le fameux esprit d'enfance, qu'on retrouve peut-être dans l'âge un peu plus mûr. Absolument. Et on ne devrait jamais dire, d'ailleurs, des personnes qui perdent un peu la tête, qu'elles retombent en enfance. Oui. Je dirais, elles grandissent en enfance. Elles retrouvent ce moment extraordinaire qu'on a oublié, les 2-3 premières années de notre vie. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir des 2-3 premières années ? On n'a rien. On n'a rien. Et moi, je me suis rendu compte, en étant grand-mère, que je revivais, grâce à ma première petite fille, il y en a une deuxième ensuite, eh bien, tout ce que j'avais oublié de moi-même, mes premiers cris, mes premières pleurs, mes premiers mots, mes premiers pas, etc. Et au fond, je me suis retrouvée, grâce à elle, dans ce qui était enfoui de moi. Et je crois que c'est pour ça que ça se passe si bien avec les grands-parents. Châtelet, je voudrais terminer sur une question qui est celle de Sade. C'est-à-dire, vous vous êtes intéressé à Sade et vous avez travaillé sur Sade. D'ailleurs, votre mari, François Châtelet, le philosophe, vous lui aviez posé la question « Qu'est-ce que tu penses si je travaillais sur Sade ?» Il connaissait bien sûr, parce que ça, c'est vraiment très présent dans son œuvre. Et il vous a dit « Mais vas-y !» Il vous a encouragé à travailler sur Sade. Et vous avez travaillé sur Sade. Ce que je voudrais savoir, c'est que vous nous dites que Sade est indissociable, au fond, de quelque chose qui vous est arrivé, un ami qui est venu mourir chez vous, un peu par hasard, finir sa vie tout d'un coup, chez vous. Qui venait d'écrire une pièce sur Sade qu'il était censé me lire. Voilà, Oui. alors, en quoi Sade, pour vous, ça a été finalement quelque chose de l'ordre de la mort qui a été présent dans votre vie ? Comme si la mort était toujours présente dans votre vie. D'ailleurs, vous dites, à propos de votre rencontre avec François Châtelet, votre mari, vous aviez 19 ans, que vous preniez le corps mort comprise. Oui, parce que il m'a dit « Je suis trop vieux, je vais mourir jeune, je ne suis pas un homme pour vous. » Et je l'ai regardé et je dis « Je prends cet amour, mort comprise. » La mort est très présente dans ce livre. Oui, justement. Mais elle n'est pas présente d'une manière morbide. Hein. Oui, la mort à travers Sade, c'est curieux. Parce Alors, que la mort Sade, c'est la mort pour vous, quand même. Ça n'a pas été au début, Oui. mais ça l'est devenu sans doute à cause de cette histoire terrible que vous rappelez et qui m'a beaucoup marquée. Mais je ne dirais pas que c'est la mort, mais c'est la partie la plus sombre de l'être. Ce que j'essaie dans tous les travaux que j'ai faits sur Sade, qui me dérange aussi une grande part de moi-même, par sa violence. Je suis tellement anti-violente que ça paraît bizarre que je puisse travailler sur un personnage aussi effrayant. J'ai toujours essayé de demander aux gens qui lisent Sade de faire la différence entre l'homme et le philosophe. L'œuvre de Sade est épouvantable, mais derrière, il y a un philosophe. Et ce philosophe-là, que j'appelle le philosophe des Lumières sombres, il fait partie de l'esprit des Lumières. C'est-à-dire que c'est le seul de tous les philosophes des Lumières qui soit allé au plus profond de l'être pour débusquer ce que nous avons de pire en nous. Et nous avons du pire en nous, mon cher Antoine. Et c'est une autonomie du corps. Le pire en nous, il est aussi... de l'ordre du corps. Du corps, et bien sûr, forcément du corps, mais où la mort est là aussi parce que nous sommes condamnés à mourir.
Merci Noël Châtelet. Alors je rappelle que votre livre s'appelle « Laisse courir ta main ». Il est publié aux éditions du Seuil. C'est un très beau livre et je dirais presque un livre bilan qui vous invite à relire les autres livres de Noël Châtelet. Merci. Merci à vous. Quand le corps se rebiffe, deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Patrick Landman et Fabienne Martin-Juchat. Fabienne Martin-Juchat, vous êtes anthropologue de la communication, communication corporelle et émotionnelle. Vous êtes docteur en sciences du langage, professeur en infocom, information et communication de l'Université de Grenoble. Et vous êtes auteur d'un petit livre qui s'appelle L'aventure du corps, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui est paru donc aux presses universitaires de Grenoble. Et vous aviez publié aussi Le corps et les médias chez Debuck. En face de vous, donc Patrick Landman. Patrick Landman, vous êtes psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre, juriste, président d'initiative pour une clinique du sujet. Vous êtes l'auteur d'un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Stop DSM, c'est-à-dire un livre au fond qui militait contre l'usage du médicament en matière psychique. En disant que le médicament n'est pas... Le mésusage, voilà. Le médicament n'est pas l'essentiel pour traiter. Et vous êtes l'auteur de Tous hyperactifs, chez Albin Michel, en 2015, qui s'intéresse aux troubles déficitaires, de l'attention. Et puis Le refoulement, aux éditions RS. Et puis Ce que les psys apportent à la société, aussi chez RS. Et puis Les limites du corps, le corps comme limite. C'est un livre que vous avez coordonné. Alors je vais vous dire, j'ai commencé par ce livre que j'ai lu avec beaucoup de difficultés parce que c'est un livre difficile, excusez-moi de le dire, mais en même temps qui m'a fait bien réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie que nous connaissons. Et je voudrais commencer par ça, Patrick Landman. Dites-moi un petit peu, au fond, qu'est-ce qui est en jeu dans nos corps et pourquoi nos corps ont pris, au niveau du gouvernement, tant d'importance. Un peu comme si le corps était devenu non pas seulement une question de réflexion des universitaires, mais une question sociétale absolument fondamentale. Alors, je ne sais pas si c'est le corps en tant que tel ou si c'est la santé qui a pris cette place et qui commence d'ailleurs à agacer, semble-t-il, pas mal de politiques, puisqu'il y a des conflits, d'après ce que j'ai vu, entre le conseil scientifique et les responsables politiques. Je pense que la santé a toujours été une préoccupation majeure, mais elle était sous l'égide de la médico-économie. C'est-à-dire que ce qui comptait, c'était la rationalisation des soins, la protocolarisation, et sous l'égide aussi, je dirais, d'une idéologie scientifique et scientiste les deux. Et puis l'arrivée de cette pandémie avec un trou dans la connaissance, un trou incroyable, a fait que tout à coup, les responsables, je dirais, de la santé publique se sont aperçus que c'était les gens de terrain qui pouvaient répondre le mieux à un certain nombre de questions. Et en particulier, ils ont relâché, en tout cas dans les premiers moments de l'épidémie, ils ont complètement relâché la pression qu'ils exerçaient en permanence sur le corps médical et sur le corps de tous les gens qui travaillent dans la santé publique. Et puis, je dirais que moi, ce que je constate, c'est que, je peux prendre un mot rigolo, j'ai un patient qui est un grand hypocondriaque. Et il va mieux, parce qu'il dit tout le monde maintenant est comme moi. C'est-à-dire, à un moment donné, vous savez, on parlait du stade 1, du stade 2, du stade 3. Il dit « Mais moi, ça fait 30 ans, docteur, que je suis au stade 3 ». C'est-à-dire que quelque part, c'est une boutade, mais ça veut dire que la préoccupation, la peur de la maladie, la peur de la contagion a fait que ça a modifié, je crois, profondément notre rapport au corps. Et c'est aussi une perte de socialité. Vous écrivez dans votre livre, Fabienne Martin-Juchat, qu'au fond, ce virus a stoppé l'émancipation. Je vous cite exactement. L'émancipation, en tout cas le rapport social. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a voulu enfermer les vieux, on a voulu, au fond, faire des corps tout seuls, sans comprendre que ce qui est l'essence même de nos existences, c'est le rapport social. Oui, c'est le rapport social et un rapport social qui nous permet de vivre une variété d'expériences corporelles. C'est-à-dire qu'on a oublié
que notre promesse d'émancipation dans notre société dite européenne était liée au fait de pouvoir, en apparence, sans risque, vivre une variété d'expériences, que ce soit le sport, la danse, le cinéma, aller dans des boîtes de nuit, rien que déjeuner. Donc cette variété d'expériences a été permise grâce à la sécurité sanitaire qui est finalement récente. Et on avait oublié que cette richesse d'expérience qui nous permet justement de nous connaître dans une variété de rencontres corporelles était possible grâce à cette sécurité. Et on se rend bien compte que maintenant qu'on a perdu cette qualité de richesse, on prend conscience en fait que dans cette richesse-là, il y avait des éléments essentiels d'émancipation, de bien-être, d'être au monde, en fait, de se sentir bien au monde. Est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué? C'est-à-dire que, par exemple, le président Macron a pris conscience quand même qu'on ne pouvait pas dire il faut, pour des raisons biologiques, empêcher les vieux d'avoir tout contact avec les autres, il faut confiner, etc. Et si, au fond, là, dans une troisième période, il a décidé de ne pas confiner, mais de mettre seulement un couvre-feu à 18h, c'est pas parce qu'il a pris conscience que le corps n'est pas qu'une donnée biologique, mais c'est aussi une donnée sociale. Tout à fait, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait cette ambiguïté entre distance physique et distance sociale. Donc régulièrement, lorsque j'étais interviewée sur ces questions-là, on me disait en effet, il aurait mieux fallu dire distance physique et pas distance sociale, parce que les gens ont compris qu'il fallait vraiment prendre de la distance sociale et donc du coup de plus être en relation affective avec autrui. Donc ça fait beaucoup de dégâts en termes de solitude, d'isolement. Et alors l'intérêt aussi quand même de cette expérience de pandémie, c'est que ça nous a fait prendre conscience justement que l'être humain, c'est un être d'abord, un être social, et que ce besoin social est aussi important que, entre autres, la question de la sécurité, de l'alimentation. Et on voit bien là maintenant qu'il faut quand même, pour des questions d'équilibre psychique des individus, leur permettre de continuer d'avoir un minimum quand même de liens affectifs, sinon ils dépérissent. Donc ça, c'est quand même le grand mérite de la pandémie, d'avoir pris collectivement conscience que nous sommes pas simplement, que notre corps, c'est le lien premier qui nous donne la sensation d'être avec les autres et qu'on en a besoin, en fait, avant de manger et de boire. Patrick Landman, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que toutes les interactions sociales sont essentielles. Essentielles de mon point de vue pour la santé psychique, sont essentielles pour le développement des enfants, sont essentielles pour la vie tout court. Et le biologique s'articule au social, c'est indiscutable. Et la privation de liberté, c'est aussi une contrainte au niveau du corps. On ne peut pas sortir après 18 heures, on ne peut pas faire des choses qu'on faisait habituellement, vous le soulignez très justement. Et évidemment, ça fait repenser à quel point le prix de cette liberté et le prix justement de cette sécurité sanitaire qu'on avait un peu oubliée. Alors Patrick Landman, je voudrais vous faire mesurer les conditions dans lesquelles j'ai décidé de faire cette émission. Comme je le disais à Noël Châtelet, c'est parce qu'au fond, quelquefois, il m'arrive de penser que le corps me freine. Je deviens de plus en plus vieux et je me dis, et j'ai l'impression que mon corps ne suit pas. Ma volonté est totalement investie dans ce que je fais intellectuellement et le corps ne suit pas. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée, le corps se rebiffe. Oui. Et je voudrais savoir ce que le psychanalyste que vous êtes pense de cette idée, que le corps pourrait se rebiffer et imposer quelque chose en disant « Mais ralentis, mon pauvre Antoine !» C'est une donnée clinique, ce que vous décrivez. Des gens qui expliquent qu'avant de craquer psychologiquement, c'est le corps qui a craqué. C'est-à-dire qu'ils ont eu une somatisation, par exemple, ou ils ont eu une maladie alors qu'ils n'avaient jamais eu. Donc le corps leur parle. Leur corps parle, leur dit quelque chose et qu'ils n'ont pas pu réaliser ou qu'ils n'ont pas pu se dire. Et du coup, le corps... Quand vous dites le corps parle, c'est l'inconscient qui est dans le corps ou c'est le conscient et l'inconscient? Je pense que c'est aussi l'inconscient. Je pense que c'est l'inconscient ou c'est le préconscient parfois. C'est le préconscient. C'est quelque chose qui n'est pas complètement conscient mais qui n'est pas complètement de l'inconscient. Et qui fait qu'ils sentaient bien que les choses dérapaient, mais ils continuaient. Et puis d'un seul coup, le corps leur dit stop. C'est-à-dire que ils sont cloués. Ils sont cloués par le corps. Alors, en même temps, il y a le vieillissement, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que... je rappelle ce que disait Woody Allen, quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous dans 200 ans ?» Il disait que je me porte encore bien pour mon âge. C'est-à-dire qu'au fond, ça nous a ramené quand même à notre condition mortelle.
hein, cette histoire de pandémie. Il y a quand même 85 000 morts, hein. C'est pas rien. Et ça nous a ramené au fond que on a un corps qui nous dirige d'une certaine façon. Il y a une hétéronomie, on croit toujours qu'on maîtrise notre corps, mais il est dans une hétéronomie indiscutable. Avec l'inconscient, nous, nos psychanalystes, on dit que c'est aussi la dimension de l'inconscient, l'hétéronomie. Mais pas que ça. Mais du coup, je pense que vous serez d'accord avec ça. Il y a une hétéronomie qui, là, se réveille considérablement avec les événements de la pandémie. Vous écrivez dans votre livre que la communication intercorporelle, avec le sourire de compassion, avec l'air espiègle, avec éventuellement des codes qui traduisent la tristesse, tout ça, est-ce que ça ne s'estompe pas dans la situation que nous vivons aujourd'hui? Et est-ce que ça pose un problème? Puisque vous êtes beaucoup attaché à la communication corporelle, dites-moi un petit peu si, au fond, le corps n'est pas amputé par la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Disons que ce que je trouve intéressant dans ce qui nous arrive, c'est qu'en effet, toute notre modernité a comment dire, pousser le corps vers l'extériorité. Hein. C'est-à-dire que le corps normé, les conventions, c'est la mise en scène de soi vers l'extériorité. La maîtrise de la gestualité, des mimiques faciales, du sourire, la mode, les tenues vestimentaires, un certain... et c'est vrai que la pandémie et le confinement nous a conformés et comprimés sur cette extériorité. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça nous demande du coup de nous interroger sur notre intériorité. Hein, c'est-à-dire que le corps et le rapport au corps, c'est pas juste la communication corporelle vers l'extériorité, mais aussi c'est toute l'intériorité corporelle. Donc, alors vous utilisez un concept qui est le concept de chair, et vous parlez de la chair, en disant que la chair est l'expression des sensations et des émotions qui échappent à la conscience. Alors j'aimerais que vous illustriez cette phrase, si vous voulez bien, et puis que notre psychanalyste commente. Alors ça, c'est vrai que même déjà au début du livre, hein, le concept de corps, c'est un concept qui est tellement saturé qu'à un moment donné, on perd le terme, le concept de corps va tellement utiliser qu'il a perdu son sens. Donc, trouver un autre concept. Donc j'aime bien le terme de chair palpitante, chair vibrante, parce que c'est vrai que ça pose la question de la manière dont on communique avec son propre corps. Et c'est vrai que, entre guillemets, étant donné qu'on se construit avec le langage très vite, on est condamné à ne pouvoir accéder à soi-même que par le biais du langage. Alors, heureusement que le langage... moi, j'adore le livre de Gaston Bachelard, Poétique de la rêverie, hein, c'est-à-dire que le langage peut être plus ou moins en fait linguistique, hein, et il y a une dimension langagière qui est presque du préconscient, de l'infraconscient, dans lequel on a les rêves, etc. Et donc c'est vrai que dialoguer avec sa chair, c'est aussi retrouver l'inscription sensorielle et sensitive de la naissance du langage. Et toute cette partie de la communication intracorporelle, elle n'est pas apprise. Très souvent, on commence à dialoguer avec son intériorité, c'est ce qui a été dit précédemment, quand on tombe malade. Là, à ce moment-là, il y a une partie du corps qui fait mal, donc on est dans la sensation, et du coup de rentrer dans cette expérience de la sensation, dans cette chair qui nous fait mal, qui se rebiffe, qui se révolte, eh bien on peut enfin construire un dialogue intime. Et la pandémie, le confinement, a permis à certains de pouvoir redévelopper un dialogue intérieur, une richesse de dialogue intérieur qui n'était plus permise parce qu'on était dans des temporalités très normées, le boulot. Donc il y a aussi, pour certains, une vraie expérience de l'intériorité pendant le confinement. Patrick Landman. Oui, alors moi la chair, ça me fait penser à un concept un peu compliqué qui est le réel. C'est-à-dire que tout à coup, on n'est plus protégé par un dispositif de langage, un dispositif symbolique, y compris médical, et tout à coup, on se retrouve face à un réel, qui est le réel de la chair. Et moi, mon expérience, c'est la première fois que je suis arrivé dans une salle de dissection, ça a été un choc. C'est-à-dire qu'il y avait un cadavre nu d'une femme, et on a commencé à disséquer. Et je dois dire que là, c'est connu, hein, mais c'est le choc, effectivement, au fond, le corps, c'est quand même un futur cadavre.
Et en plus, souvent, le cache-sexe, c'est pas seulement un cache-sexe, c'est aussi un cache-cadavre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient protéger de la mort, qui vient protéger. Et je crois que la chair, heureusement, vous parlez de la chair vibrante et la chair palpitante. Mais moi, dans mon expérience, la chair, enfin dans la doctrine, en gros, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec un réel. C'est-à-dire qu'on se passe où on n'a plus à l'abri du symbolique. On est directement confronté au réel biologique. D'où, effectivement, moi je suis pas pour une naturalisation du psychisme, hein, je ne vous le cache pas, mais bon, même si je suis pas du tout pour un dualisme, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui nous protège, le langage, le symbolique nous protège justement de cette chair, et que je ne crois pas qu'on puisse, je dirais, durablement rester dans cette optique du réel de la chair. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que la formule de Fabienne Martin-Juchat, c'est-à-dire une chair qui échappe à la conscience, ça renvoie à quelque chose que de... Tout à fait. Oui. Moi, je trouve que c'est une formulation très, très judicieuse. Ça correspond à ce que je pense. Ça échappe à la conscience. Et je pense que ça échappe, je dirais, au dispositif symbolique en général. Y compris les dispositifs langagiers. Vous savez, la médecine, moi j'ai fait des études de médecine, on ne parle jamais de la mort. Je veux dire jamais, enfin peut-être ça a changé depuis, mais on ne parle jamais de la mort. C'est une grande... Moi je me souviens d'un médecin qui disait, quand on lui disait, mais non, c'est quelqu'un était mort, il disait, mort de quoi? Autrement dit, la mort, c'était toujours un échec de la médecine. Alors justement, vous parlez, Fabienne, de quelque chose qui est au fond la mise à distance du corps par les conventions culturelles et par les techniques oui. Et conventions culturelles qui font qu'au finalement, le corps n'est pas... il est normé à partir du moment où il y a un langage. Il est normé par le langage. Mais au fond, il prend le pas sur le corps vivant. Oui, et d'ailleurs, ça a été également souligné tout à l'heure, c'est que l'invention de soi, la construction de soi, le fait qu'on se design soi-même corporellement, faire de son corps une œuvre d'art, à l'image de son projet intime, c'est une réalité aussi anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux politiques sur la transformation corporelle totale de soi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'entre le corps qui nous est donné à la naissance et donc le désir aussi de le transformer par rapport à un projet, il y a une tension. Il y a une tension entre des injonctions corporelles qui nous assignent ou qui nous donnent envie. Il y a de l'émancipation aussi dans le fait de s'inventer un autre corps. Et en même temps, de l'autre côté, il y a cette chair qui nous renvoie à notre condition à la fois de mammifères qui va mourir, donc de maladies. Et donc, il y a ces deux tensions. Donc ce qui est sûr, c'est que le corps culturel, le corps qu'on a envie de s'inventer par l'architecture esthétique, par demain le transhumanisme, c'est un corps qui est aussi intéressant que le corps que nous renvoie la maladie, la vieillesse, le dépérissement. Donc, ça fait partie de notre, je pense, en plus de notre culture, d'être d'un côté dans une quête d'un vrai corps qui renvoie à la maladie, à la vieillesse, et en même temps dans une société où les injonctions culturelles sur le corps sont telles qu'on a envie, on a une tentation de se transformer pour être conforme à la jeunesse, à la beauté, à tout ce qu'on veut en termes de construction de soi-même. Alors justement, Patrick Landman, est-ce que le psychanalyste que vous êtes analyse les gestes, les postures, les mimiques qui consistent à contenir l'expression émotionnelle comme, au fond, des caches chair vivante, des manières de cacher la chair vivante? Oui, surtout dans les syndromes post-traumatiques. C'est-à-dire que quand il y a eu traumatisme, il y a des expressions corporelles, des moments de flashback tout à fait inopinés, des moments que l'on constate chez les patients qui ont eu un traumatisme. Je voulais rebondir sur ce que vous dites. Ce qui est actuellement pas mal en question dans la société, c'est le transsexualisme.
C'est-à-dire que c'est pas de la chirurgie esthétique, hein, c'est vraiment... Non, c'est quelqu'un dont on transforme le sexe. Voilà, c'est quelqu'un qui considère qu'il y a une erreur de la nature, en quelque Alors, est-ce sorte. qu'on transforme le sexe ou est-ce qu'on transforme le genre? On transforme le genre, mais ça va jusqu'à une opération chirurgicale. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une opération imaginaire, hein. Ça va jusqu'à une opération chirurgicale. Et c'est terriblement en débat, c'est une vraie question. Et surtout que maintenant, ça touche les enfants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là matière à réfléchir sur le rapport au corps, justement, qui est très différent. Alors évidemment, moi je suis opposé à toute forme de discrimination, à toute forme de stigmatisation, mais quand il s'agit d'enfants, c'est quand même un problème assez grave. Je pense par exemple à une émission qui est passée sur Petite Fille, je ne sais pas si un documentaire, oui, qui a donné lieu à beaucoup de commentaires et qui pose le problème justement, tel que tout à l'heure aussi il a été question de chirurgie esthétique. Pour moi, c'est pas de la chirurgie esthétique, ça n'a rien à voir. C'est une toute autre une transformation c'est une d'identité. transformation d'identité. Fabienne Martin-Juchat, ce que notre corps dit malgré nous, c'est ça que je voudrais essayer de cerner. Aujourd'hui, les médiations corporelles, de l'hypnose à la pleine conscience, sont devenues un marché florissant et avec le risque d'assister à des dérives. Et je voudrais que vous me disiez, est-ce que véritablement le corps peut dire des choses malgré nous? Oui, tout à fait. La question, c'est de comprendre ce qu'il nous dit. Disons que je pense que ce qui est intéressant dans la quête de soi et la quête de son corps, c'est pour ça que je parle d'aventure, c'est en effet une quête d'une identité, mais dans le corps, il y a des identités multiples. C'est-à-dire que notre charnélitude, même si c'est un concept qui n'existe pas, il est porteur de mémoires qui sont très complexes, de mémoires transgénérationnelles. En nous, on a des mémoires en tant que mammifères. Donc notre corps, c'est un réservoir de mémoires qui sont très très complexes. Et finalement, le sujet dans sa petite historicité d'une vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est rien par rapport à la richesse de ses mémoires. Donc quand on commence à travailler sur son propre corps et qu'on accède justement à ces mémoires, il vaut mieux être accompagné, d'où le fait que quand même le langage symbolique est une protection. La culture est aussi un système de protection par rapport à cette quête en fait, du corps, qui est une quête identitaire qui peut être infinie. Donc, et c'est aussi pour ça que dans des techniques du corps du type méditation, quand on travaille vraiment en méditation, en fait, on a accès à l'infini, à une dimension holistique qui peut être très très perturbante pour un psychisme d'un individu en fait moderne. Vous dites aussi dans votre livre qu'il faut se méfier des gourous du corps, c'est-à-dire au fond de ces gens qui prétendent lire les corps pour révéler l'identité des sujets et les émanciper de leur carcan culturel. Lorsque j'ai regardé cette émission qui s'appelle En thérapie et que beaucoup de gens regardent, c'est une série, oui. c'est cette série, c'est absolument formidable, me semble-t-il, et on voit la différence qu'il y a entre la psychanalyse et les gourous du corps. Alors j'aimerais que vous me disiez, Patrick Landman, qu'est-ce qu'on cerne exactement dans cette différence? C'est-à-dire que je pense que le gourou, c'est une forme de, je dirais, de suggestion et de domination, et qui est évidemment très dangereuse, parce que ça peut donner lieu à des dérives. Ça donne d'ailleurs systématiquement lieu à des dérives. La psychanalyse, c'est le transfert. C'est pas la même chose. Alors, le transfert, il y a une dimension inconsciente, mais là, on voit bien, par exemple, en série, en thérapie, on voit bien comment il y a une femme qui érotise considérablement le transfert. Elle est complètement amoureuse de son psy. Elle érotise le transfert à un point, qui est absolument... il est troublé. Il finit par, évidemment, c'est un homme, il finit par être troublé, mais en même temps, il a une éthique professionnelle, et il sait très bien qu'il s'agit du transfert. En même temps, elle est maligne, parce qu'elle dit, oui, vous allez encore me dire que c'est le transfert, mais c'est pas vrai, moi je suis vraiment amoureuse de vous. On voit bien à quel point, justement, quand la position de psychanalyste, on n'est pas dans une position de gourou. Il souffre, il est divisé. Il est divisé entre le désir qu'il a pour cette jeune femme qui est belle, en plus il y a un moment de sa vie où, je sais pas quoi, enfin bref, il a peut-être envie de partir ailleurs, et puis, en disant, mais bon, c'est du transfert. Donc, alors, ce qui caractérise la psychanalyse en face de ça, par rapport au corps, est-ce que c'est pas le fait qu'on s'adresse à un sujet libre, et qu'on a deux sujets libres qui sont face à face, non? Oui, et puis surtout un sujet qui a envie de s'émanciper. Et précisément, si le transfert devient une prison... Vous voulez dire que c'est le patient qui veut s'émanciper? Évidemment. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Il veut s'émanciper. Mais il ne s'émancipera pas en faisant tomber le psychanalyste dans sa fonction, en le rabaissant à son niveau, je dirais, d'homme ordinaire. Parce que c'est ça. Parce que le désir de l'analyste, ce n'est pas un désir de coucher avec ses patients. Mais vous expliquez très bien dans votre livre qu'il y a une explosion intime qui vient aussi quelquefois de ce contact. Une explosion intime qu'on ne domine pas totalement. Oui, c'est pour ça qu'on est très fragile quand on est dans une quête de soi et entre autres justement le transfert. C'est comme si on avait une béquille à l'extérieur qui nous permet, en fait, c'est très important ce travail de transfert et c'est très important l'éthique à ce moment-là du thérapeute, qu'il faut qu'il ait conscience qu'à ce moment-là, le thérapeute est vraiment le point d'appui qui permet à l'individu de faire ce travail, parce que des fois il y a des régressions affectives, il y a des images, des émotions, des fois ça peut être tellement confus qu'on a l'impression en fait d'être complètement perdu. Donc il faut vraiment être excessivement vigilant et en même temps, malgré cette apparence complexité, il y a toujours à un moment donné un fil qui permet quand même de comprendre des logiques d'historicité. Donc c'est ça aussi qui est passionnant, parce que quand on travaille vraiment sur son corps en termes de quête d'identité, on trouve des réponses en termes de transmission de filiation. Ce qui me semble un peu problématique dans notre société dite moderne, c'est que le corps, il est considéré comme ahistorique. C'est-à-dire que l'individu veut construire son propre corps à partir d'un projet personnel qu'il estimait au démarrage vers la naissance, alors que derrière la quête du corps, c'est des quêtes aussi de compréhension de phénomènes culturels, de phénomènes en fait même de l'histoire, en fait, de l'histoire du sujet, de son inscription dans sa culture. Donc c'est vraiment une histoire identitaire qu'on cherche par son corps, au-delà de sa propre histoire d'humain dans un temps donné, à peu près de 80 ans, quoi. Bon, merci à tous les deux. Alors Fabienne Martin-Juchat, je rappelle que vous êtes l'auteur de L'aventure du corps. Et vous, Patrick Landman, je voudrais conseiller ce que les psys apportent à la société, et puis aussi ce livre, Tous hyperactifs, chez Albin Michel. Les limites du corps et le corps comme limite, encore une fois, moi j'ai eu du mal à comprendre. Oui, c'est un livre ancien. Il y a un peu trop les défauts de certains psychanalystes, même si il y a des articles très talentueux, mais il y a un jargon. Et c'est sûr qu'il faut se défaire de cela. Et je pense que dans Tous hyperactifs, j'ai essayé en tout cas d'être un peu plus grand public. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Quand le corps se rebiffe, troisième partie, notre grand témoin est Bernard Andrieux. Bernard Andrieux, bonsoir. Vous êtes professeur en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Vous l'avez été à Nancy, vous êtes maintenant à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes directeur d'un institut des sciences du sport santé à Paris. Et vos travaux d'épistémologie et de réflexion sur les pratiques corporelles font autorité. On peut dire que votre thèse concernait, a été faite avec Dominique Lecourt, mon ami Dominique Lecourt, et au fond les questions neurologiques et philosophiques en même temps qui tournaient autour du corps. Alors vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, qui est un dictionnaire du corps. Alors ça fait longtemps que ce livre existe. Moi, ça fait longtemps qu'il me fascine, pour vous dire la vérité. C'est publié aux éditions du CNRS. Il y a déjà une quinzaine d'années. 2006. 2006, beaucoup plus que ça encore. Bon, aussi 15 ans, c'est ça. Bon, CNRS édition, dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales. Et je dois dire que j'ai été très, très, très intéressé par ce dictionnaire. Et puis, voilà un petit pas que vous m'avez envoyé, un manuel d'émerciologie. Alors, je me suis précipité sur le dictionnaire parce que je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est. pour savoir. Voilà, pour savoir ce que c'est. Alors peut-être vous allez commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'émerciologie. En fait, comme vous l'avez très bien expliqué, quand on a commencé le projet avec Dominique Lecourt sur la neurophilosophie, on se battait contre les réductionnistes, contre les gens qui voulaient réduire le corps au cerveau, aux gènes, etc., à l'intelligence artificielle. Et donc, il y a eu toute une réflexion, un temps de notre travail où on a passé notre temps à démonter, à déconstruire toutes ces critiques. Et puis, arrivé à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on a une alternative ? Est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui prenne quand même en compte le fait qu'il y a un corps vivant et il y a du corps vécu ? Et l'émerciologie, en fait, c'est un terme qu'on retrouve chez Jules Verne,
qui est un terme ancien. Alors c'est dans l'île mystérieuse. Oui, l'île mystérieuse. Oui. Alors vous êtes un lecteur de Jules Verne? Tout à fait, oui. Oui. Et Alors expliquez-moi pourquoi Jules Verne vous a donné l'idée de l'immersiologie. parce qu'en fait, l'immersion, c'est le mouvement involontaire de ce qui remonte à la surface. Et en fait, depuis, j'étais intéressé par le fait que dans mon corps, mais aussi dans tous les livres qui parlent du corps, les gens parlent de phénomènes où il y a des sensations internes qui remontent comme ça à la conscience sans contrôle, c'est-à-dire de manière involontaire. Alors bien sûr, l'inconscient, on l'a vu à la table ronde précédente, vient nous expliquer pourquoi cela existe, mais nous, on s'intéresse aux conditions par lesquelles ça arrive à la conscience. C'est ça l'immersion, c'est le moment où ça arrive à l'éveil, ça vient troubler la conscience et ça vient introduire une nouvelle connaissance de soi. Et donc on travaille beaucoup sur, par exemple, les gens qui sont traumatisés crâniens avec nos doctorants, par exemple, des gens qui sont handicapés, des gens qui sont malades, des gens qui sont dans des conditions comme l'apnée. Enfin, vous voyez, tout un tas d'expériences corporelles. Ce sont des expériences limites. Exactement, des expériences limites de connaissance finalement de quelque chose de nouveau dans son corps. Alors peut-être vous pouvez m'expliquer en quoi le corps, c'est notre compagnon d'existence et finalement pourquoi est-ce qu'au fond vous l'autonomisez un peu par rapport à ce nous, à ce je. Et expliquez-moi si c'est juste de l'autonomiser. Alors, Noël Châtelet en a rendu compte avec cette manière d'avoir, au fond, Un double. Une espèce de double. Vous êtes d'accord avec cette idée que notre corps est un double de nous-mêmes? Alors, je ne dirais pas que c'est un double. Je dis que plutôt la connaissance que la culture, la représentation qu'on a de son corps, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'est véritablement le corps. C'est-à-dire qu'il y a tout un continent noir, une partie inconnue, qui fait que si je changeais de culture, si je change de psychanalyste, si je change de femme, de mari, de compagnon, etc., eh bien finalement, je vais découvrir que j'ai un autre corps. C'est-à-dire qu'en fait, le corps que nous avons, c'est une toute petite partie du corps possible, potentiel, capacitaire, inédit que nous pourrions avoir. Et donc, nous sommes toujours surpris par notre corps. Donc, il y a une certaine autonomisation, mais en même temps, nous sommes bien dans ce corps. Simplement, la connaissance que nous en avons est extrêmement partielle. Elle peut être renouvelée et, comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, inédite. Hein, ça va être quelque chose que je vais pouvoir connaître à nouveau. Patrick Villeray. Et donc, vous en parlez largement dans vos livres, et notamment dans le dictionnaire, bien sûr, dont effectivement, c'est un ensemble assez fascinant, et on peut piocher dans des entrées qui sont, on va en parler sans doute après, mais qui sont tout à fait étonnantes. Vous parlez d'unité somatopsychique. Ouais. Hein, et ça, c'est important parce que vous faites état, justement, des avancées extraordinaires des neurosciences, qui nous aident depuis les neurones miroirs, c'est 91, hein, ouais, c'est récent, mais il y a des avancées extraordinaires. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que les neurones miroirs. Oui, on va peut-être le dire après. Vas-y. D'accord, je pensais y venir après. Mais effectivement, les neurosciences plaident pour cette unité, et elles confirment bien, finalement, la fin de cette séparation classique platonicienne du dualisme, hein, le corps et l'esprit. Hein. On est plutôt dans une dualité plutôt qu'un dualisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je n'ai jamais renoncé. Grâce à Dominique Lecourt, j'ai pu travailler sur la neurophilosophie et les neurosciences. Il y avait Alain Prochance aussi, il y avait Jean-Didier Vincent. Enfin, tous ces gens-là qui sont des pionniers pour nous. Et sont des gens comme Berthoz. Aussi, on a beaucoup travaillé avec Alain Berthoz. Ce sont des gens qui disent, attention, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on est reparti sur l'idée qu'il y a un corps vivant, que ce corps vivant, il est connecté, effectivement, avec son cerveau, avec un système affectif, un système neurosensoriel. Il y a un inconscient, mais il y a aussi une conscience. Il y a aussi une expérience de la conscience. Vécu. Et il y a un corps vécu. Voilà. Et donc, le projet, c'est de poursuivre Merleau-Ponty. Hein, c'est-à-dire, Merleau-Ponty avait quand même bien posé, il avait bien posé le problème. Projet phénoménologique. Il est mort trop tôt, malheureusement, et travaillait sur ce fameux texte qui a donné le titre « Le visible et l'invisible ». Mais en fait, il travaillait sur un projet beaucoup plus important pour essayer justement de dépasser la question de la phénoménologie, pour repenser l'interaction avec le monde à travers ce que nous, on a appelé une écologie corporelle. Oui. La manière dont nous sommes connectés au monde et dont notre corps capte tout le temps des informations dont nous n'avons pas forcément conscience. Les neurones miroirs, justement. Oui, les neurones miroirs. Parce que sinon, on va oublier ensuite. Donc, ces fameux neurones miroirs, découverts, comme je l'ai dit, en 91, on le sait, donc ça préside à l'apprentissage mimétique. Ouais. Hein, et ça, c'est quelque chose de profond chez les êtres humains, mais aussi les animaux. Tout à fait. Oui. Mais aussi à l'empathie,
qui s'ancre donc dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ça qui est passionnant. Alors, ce qui est passionnant, c'est que quand Marcel Mauss avait inventé la question des techniques du corps, il avait posé la question de l'incorporation. Ouais. Et donc, il avait dit, suivant un modèle assez classique, je m'exerce, je constitue un habitus, et puis à ce moment-là, j'acquiers une technique. Mais en réalité, le milieu, l'écologisation, le contact fait que de toute façon, quand je vous regarde en train de toucher votre stylo, bon, il ne faut pas que je bouge, mais il y a une imitation qui va se faire, et il y a un apprentissage. Donc, il y a plein de choses qui sont à l'intérieur de notre corps, de notre cerveau, que nous ignorions et que notre corps a appris. Parce que nous regardons, nous observons. Vous citez Simondon, d'ailleurs, qui dit « le corps est milieu ». Le corps est un milieu, c'est un entre-deux, mais en même temps, à l'intérieur, François Dagonier avait beaucoup travaillé cette question-là, qu'il y a un milieu intérieur. Il y a un milieu intérieur, et à partir de ce moment-là, le problème, c'est que notre perception, c'est une toute petite partie, c'est la partie visible de l'iceberg. Alors, dans quelle idéologie sont ceux qui veulent instituer une sorte de religion du corps dont vous parlez pour conserver l'intégrité de la jeunesse comme droit imprescriptible à disposer de soi? Et j'aimerais que vous expliquiez, au fond, ces gens-là qui autonomisent d'une certaine façon le corps se trompent, parce qu'il ne s'agit pas d'autonomiser le corps, il s'agit de voir qu'il est toujours en liaison avec, au fond, la réflexion, la pensée, l'inconscient. Voilà. On ne peut pas arrêter le corps. C'est la leçon du Covid. C'est-à-dire que les gens, avec le Covid, ils ont découvert qu'ils avaient un corps vivant. Avant le Covid, quand je faisais une conférence sur le corps vivant, les gens m'arrêtaient, ils me disaient « mais on ne comprend pas ce que c'est le corps vivant ». Aujourd'hui, tout le monde comprend ce que c'est que le corps vivant. C'est-à-dire, on voit très bien que le corps vivant, il continue à fonctionner. Voilà. Et si effectivement, je décide de rajeunir, vous voyez, si je décide d'arrêter le temps, de le contrôler, etc. Bon, je vais y parvenir en partie, bien évidemment, parce qu'il y a des dispositifs mécaniques, techniques, qui permettent de faire ça du point de vue de l'apparence. Mais en réalité, peut-être, et nous, on défend plutôt une écologie corporelle, peut-être le problème, c'est d'essayer d'avoir une relation beaucoup plus dialectique avec son vivant, c'est-à-dire de pouvoir comprendre comment fonctionne le vivant de son corps, qu'est-ce que c'est qu'une interaction, par exemple ici, qu'est-ce que c'est qu'une contamination, comment ça fonctionne, comment notre corps va réagir. Enfin, vous voyez, il y a toute une nouvelle compréhension du vivant qui est tout à fait possible et qui peut donner peut-être l'idée que c'est pas simplement, comme disait Fabienne tout à l'heure, c'est pas simplement la question de l'apparence qui compte, c'est aussi le fait d'être au contact avec son vivant. Et c'est ça le nouveau projet de la philosophie contemporaine, c'est de dire attention, il y a un contact non seulement avec la nature, mais il y a un contact aussi avec les autres à travers justement mon vivant, le fait que j'incorpore des choses sans forcément m'en rendre compte. Elles vont revenir dans les rêves, dans l'inconscient, mais aussi dans l'activité. J'ai cru comprendre en vous lisant que l'idée de biopolitique chez Foucault était quelque chose du même type, qui, au fond, que vous aviez affiné, au fond, d'une certaine façon, non? En tout cas, moi, je me suis intéressé surtout au troisième, ce qu'on appelle le troisième Foucault, c'est-à-dire que quand Foucault essaie de dépasser la question de la gouvernementalité en termes de biocontrôle des sociétés, qui est absolument nécessaire et c'est un outil absolument formidable, mais nous, on s'intéresse à la biosubjectivité, c'est-à-dire comment le sujet va s'emparer, dit Foucault, de la diététique, du sommeil, du rêve, de la gymnastique, bref, de tout ce qui, la sexualité, de tout ce qui concerne, bien évidemment, cette activité du vivant pour faire un travail de réflexivité, d'élaboration, etc. Et c'est ça qui est nouveau dans le dernier Foucault, c'est qu'en réalité, il a renoncé. Il a changé complètement après la volonté de savoir. Il a fait un nouveau programme parce qu'il a découvert que ce qui comptait, c'était la relation du sujet au vivant. Et cette façon d'élaborer, de pouvoir en dire quelque chose. Alors cependant, chaque science révèle quelque chose de particulier. Et j'ai été voir dans votre dictionnaire comment vous définissiez la psychologie. C'est un dictionnaire collectif, vous êtes mis à plusieurs, mais c'est vous qui avez fait l'article psychologie. Oui. Et je l'ai lu vraiment de très près. Et je me suis posé la question, au fond, vous montrez qu'il s'agit de décrire le vécu corporel. Oui. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Et ensuite, il y aurait un lien entre la psyché et le soma. Ouais. Quelque chose que Dejour aborde à propos des problèmes de la souffrance. Christophe Dejour aborde ça, il est venu ici dans cette émission plusieurs fois. Une articulation du corps imaginaire et du corps réel. Tout à fait. Alors,
C'est Samiali a abordé ça mais aussi. quand est-ce qu'on sait qu'on est avec son corps réel ou avec son corps imaginaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas tous tentés, finalement, d'aller quand même dans l'imaginaire? Oui, si on ne veut pas finir comme Berkeley et dire que finalement Oui. tout est tout n'existe que pas. perception. Oui, non, moi j'ai eu ma formation entre Hume et Berkeley et c'était que j'ai choisi plutôt Hume que Berkeley parce que quand même malgré tout la différence c'est que il y a des sensations qui ne sont pas simplement des illusions. C'est-à-dire que, bien évidemment, la douleur, le plaisir, le rêve, l'image, enfin, etc. Bon, après, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on a inventé ce terme d'émersiologie, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à voir ce qui va remonter, ce qui va éveiller la conscience. Ce n'est pas simplement des illusions, c'est aussi des choses qui, involontairement, vont venir envahir notre expérience interne. Et là, on a un critère de démarcation très sûr. C'est-à-dire que quand vous avez une douleur, quand vous avez un orgasme ou quand vous êtes en contact tactile avec quelqu'un, eh bien là, il y a une expérience réelle. Voilà. Après, bien évidemment, ça passe à travers le filtre culturel de notre perception. Mais le filtre culturel n'est pas tout. Parce que vous nous dites, par exemple, que l'efficacité de la cure de la parole ne suffit pas toujours. Non. Et en conséquence, alors qu'est-ce qui manque? Ben, Quand la cure de la parole ne suffit pas, qu'est-ce qui manque? Bien, ce qui manque, c'est le fait, justement, et c'est pour ça que des gens comme Foucault ont relu justement les anciens, c'est qu'il manque la pratique physique, le travail sur soi, le fait d'avoir un contact avec le corps de l'autre, de le toucher, de pouvoir partager des expériences sociales avec les autres, parce que justement, on a besoin de mettre à l'épreuve sa représentation. Sinon, on vit dans un monde totalement imaginaire, et donc on est, de manière pragmatique, on doit essayer de vérifier si tangible, si effectivement mon corps a été transformé, si mon corps vieillit, si mon corps se modifie. Là, ce sont des expériences réelles qui viennent modifier la conscience de soi. Bernard Andrieux, j'ai eu l'impression, en vous lisant, que vous nous suggériez que derrière, au fond, l'insuffisance de la psychanalyse, il y avait quelque chose de l'ordre des thérapies culturelles, et il faudrait trouver des thérapies corporelles, efficaces, oui, à côté de la psychanalyse. C'est-à-dire, d'une part, on vous fait réfléchir en quoi votre corps, éventuellement, vous manque, en quoi votre corps se rebiffe, voilà. Et en même temps, il faut qu'il y ait des thérapies culturelles qui empêchent le corps de se rebiffer. Oui, enfin, c'est ce qui empêche le corps de se rebiffer, ou en tout cas qui permet de communiquer avec ce corps qui se rebiffe. C'est-à-dire de pouvoir, nous, on a développé beaucoup de travaux sur l'immersion, voilà, des expériences immersives, des expériences de plein air, le naturisme, la diététique, enfin tout un tas d'expériences qui font que le sujet s'aperçoit que son corps vivant a une autonomie par rapport à lui, mais qu'il peut vivre avec lui, il peut essayer de rechercher une harmonie, en tout cas un dialogue. Et ça, c'est important parce que ça permet de s'apercevoir qu'on est vivant. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Malades encore vivants ». C'est-à-dire les malades, même ceux qui sont en maladie chronique à la fin, ils sont encore vivants. Mais le symptôme, c'est de l'ordre du vivant. Quand on a un symptôme d'une maladie, oui, le symptôme est de l'ordre du vivant. Aller en deçà du symptôme, évidemment, on est dans le symbolique. Mais si on reste dans le symptôme, on est dans le vivant, non? Si on traite le symptôme. Oui, on traite le symptôme, mais en même temps, le symptôme, c'est le signe de quelque chose qui renvoie à une modification de son propre corps vivant. Je veux dire, à partir de... Voilà. Donc, effacer le symptôme, ou le parler, ou le symboliser, ça n'empêche pas qu'il va falloir faire un travail de remédiation, de réélaboration, de recalibration finalement de sa relation avec son corps vivant. Moins manger, marcher davantage, discuter avec les autres, s'aérer, enfin, etc. Il y a quand même toute une dimension du sport santé, justement, qu'on a essayé de développer, qui n'est pas le sport performance, mais qui est au contraire l'auto-santé. Patrick Lidoret. Alors, vous évoquez la mesure du corps vivant, et ça me paraît quelque chose de très important. Cette volonté humaine de mesurer rationnellement et donc de contrôler. Est-ce que là, il n'y a pas une part d'hubris? On se souvient de Descartes, être maître et possesseur de la nature, et on voudrait aujourd'hui être maître et possesseur des corps. Mais ce qui est très fabuleux, c'est que Decathlon m'a auditionné, parce qu'ils ont un gros problème, c'est que les gens achètent des montres avec les datas, tu vois, oui, pour savoir combien font de pas, pour savoir combien etc. ne font de pas. Oui. Et le problème, c'est qu'ils savent pas, tension artérielle, ils savent pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, est-ce que vous auriez un algorithme pour traduire le data du corps vivant, tu vois, avec
Voilà. Mais moi, j'ai dit attention, le corps vivant que vous mesurez, corps vivant, vivant, ça n'a rien à voir avec le corps vivant biologique de la personne, d'une part. Et d'autre part, la perception que la personne a. Donc il y a quand même un problème ici, d'une sorte de confusion entre un corps mesuré de manière virtuelle, dans lequel on va quantifier des données, des datas, et de l'autre côté, le fait que ces datas ne sont que l'expression numérique de quelque chose qui renvoie à une expérience. Et donc si on ne fait pas de lien entre l'expérience et le data, eh bien le data va ne servir de rien. Donc, bien évidemment, là, il y a tout un travail d'éducation, effectivement, que nous, on a appelé à l'autosanté, c'est-à-dire capacité de réflexion par rapport au fait que je ne vais pas me contenter de mesurer simplement les choses. Sinon, on tombe dans des excès, effectivement, de quantification. Voilà, c'est l'occasion pour moi de rendre un petit hommage à celui qui fut mon directeur de thèse, mais Lucien Sfez, qui a écrit dans La santé parfaite en 1994, qui est un livre prophétique. Prophétique, moi je m'en suis beaucoup servi aussi. Pour ma thèse, bien sûr. Ouais. Et donc, est-ce qu'on ne va pas, justement, avec cette gigantesque prétention prométhéenne, on pourrait dire, de faire un corps humain, un idéal façonné par l'homme, est-ce qu'on ne va pas vers ce qui est aujourd'hui programmé, c'est le transhumanisme ou c'est... Nous, on défend une thèse plutôt qui est la thèse de l'hybridation. C'est-à-dire que voilà, nous, on dit il faut devenir hybride, pour reprendre l'expression de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux. C'est-à-dire qu'ils disent bien attention, on ne peut pas être hybride, parce qu'on ne peut pas basculer totalement dans le post-humanisme, mais par contre, on va s'hybrider. Voilà, on s'hybride avec les lunettes, le téléphone portable, l'ordinateur, les connexions. Et pourquoi ? Parce qu'on va se servir de ces outils comme un moyen, finalement, d'objectivation. Mais cette objectivation ne réduit pas le processus de subjectivation. Et donc, bien évidemment, il y a des progrès fantastiques du point de vue de... Là, on vient d'envoyer un robot sur Mars. Je veux dire, c'est toute une performance technologique extraordinaire. Voilà. Mais ça n'empêche pas, pour autant, qu'on ne doit pas refuser ce progrès, on doit simplement essayer de l'humaniser et de le réintroduire dans des processus d'appropriation. Parce que le problème, c'est où est l'éducation ? Où est l'éducation à l'autosanté ? Où est l'éducation aux outils ? Il n'y en a pas. Je veux dire, on place, oui, on fait croire à un imaginaire du corps parfait, etc. Alors qu'en réalité, nous sommes tous confrontés, vous et moi, aux imperfections, au fait que le corps vivant frappe à la porte et il vient dire attention, là ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il se rappelle à nous, il se rappelle à nous. Donc la question de la perfectibilité, de la perfection, nous on l'a remplacée plutôt par la notion du capacitaire. C'est-à-dire il y a des ressources. La technique nous permet sans doute d'activer certaines ressources, mais elle ne va pas épuiser. Puis en plus, le vivant, il mute. Vous voyez la question des variants. Je veux dire, il mute sans cesse. Donc la forme que nous avons de notre corps, c'est une forme tout à fait provisoire. Le principe même du corps, c'est la mobilité. Vous Exactement. Le dites sans cesse. Mobilité, plasticité. Bernard Andrieux, en fait, finalement, vous n'êtes pas que phénoménologue. Non. La phénoménologie, je dirais, c'est un point de départ. Oui. Mais vous accompagnez cette phénoménologie de quelque chose qui est de l'ordre d'une vision biologiste, presque, de biologistes. Au sens où la biologie... Mais pas réductionniste. Non, au sens où la biologie permettrait effectivement de prendre en compte la totalité du vivant. C'est-à-dire tous les aspects du vivant, tous les modes de perception du vivant. Tout à fait. Finalement, notre corps perçoit énormément de choses par des moyens extrêmement différents. Et être entièrement phénoménologue, c'est pas seulement, au fond, prendre conscience de ce qui se passe à la surface, mais prendre conscience aussi de ce que je ressens de ce fait. Exactement. C'est-à-dire, et vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'on essaie de définir quelque chose que Henri Laborie avait bien posé à travers ce modèle justement à la fois bio-psychosocial, ou que Moss aussi avait bien développé. C'est-à-dire que pour nous, il y a quelque chose en dessous de la phénoménologie. C'est-à-dire que c'est ce que Merleau-Ponty travaillait. C'est-à-dire que la phénoménologie, c'est très intéressant, mais ça étudie la perception de la conscience. Et des gens comme Nathalie Deprat, les grands phénoménologues contemporains, qu'est-ce qu'ils font ? Aujourd'hui, ils travaillent sur ce qui est sous-jacent, ce qui est implicite. Ils font du lien avec le biologique, avec le cerveau, etc. Parce que de toute façon, il faut penser l'unité somatopsychique dont vous parliez tout à l'heure. On ne peut pas se contenter de dire là il y a le psychisme, là il y a le soma, là il y a la phénoménologie et là il y a la biologie. Non, très bien que tout est lié. Mon premier travail, c'était ma première thèse que je n'ai pas soutenue, s'appelait Le corps dispersé.
Et c'était ça. C'était que le corps a été dispersé. Or, le rôle de notre génération, c'est de reposer la question peut-être pas de l'unification, mais en tout cas de l'unité. En disant, voilà, essayons. Unité et pluralité en Et même pluralité, temps. Parce que la pluralité unité plurielle. est essentielle. Voilà, parce bien que oui, c'est aussi des sentiments, c'est aussi des émotions, c'est Exactement. aussi du contact physique, c'est Exactement. énormément de choses. Exactement. Et quand vous dites unité, on risque de passer à côté de cette diversité, non? Voilà, il y a plusieurs types d'unités. En tout cas, Oui. c'est pas la science unifiée que voulait la neurophilosophie, ou les gens qui expliquent les comportements par les gènes, etc. Ça, on a fait tout ce travail critique. Mais en même temps, on essaie de dire il y a une unité effectivement plurielle, complexe. Morin appelle ça la complexité depuis toujours. Voilà. Et notre problème, c'est d'arriver à situer les différents degrés d'organisation, le lien entre ces degrés d'organisation, et à essayer de prendre conscience qu'il y a une perspective holistique, globale. Voilà. Et ça, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de dire ça, de faire ça, que de dire, oh, vous savez, tout est dans le cerveau, tout est dans le gène, tout est dans le comportement. Non, en réalité, les choses sont complexes. Alors, on va prendre un exemple sur le sport et la santé. Ouais. Parce que c'est toujours présent dans vos livres, au fond, cette pratique du sport et ses effets sur la santé. Et en fait, ce que vous nous montrez, me semble-t-il, c'est que on aurait tort de croire que le fait de faire du sport améliore forcément la santé. Ça peut l'améliorer, évidemment. Oui. Bon, mais il y a quelque chose de plus compliqué que ça. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer en quoi le sport, quelquefois, s'il ne prend pas en compte d'autres aspects du corps, passe à côté justement des effets favorables à la santé. C'est la grande différence que nous faisons entre un sport performance qui peut conduire jusqu'à l'addiction, à la dépendance, à l'épuisement, qui cherche à être compétitif toujours avec soi-même, et un sport santé qui est plus centré sur l'auto-santé, c'est-à-dire sur le fait que je vais m'entretenir au quotidien, je vais faire mon tai chi, je vais faire la marche, je vais faire je fais des activités qui ne sont pas forcément compétitives, mais qui me permettent de me reconnecter. Voilà, c'est ça l'idée, c'est de se reconnecter avec son vivant, d'essayer de respirer, par exemple l'expérience de la respiration, qui est quelque chose de fondamental, l'expérience de la marche, l'expérience de faire quelques gestes d'étirement, de gymnastique. Vous voyez, moi je fais de 17h à 17h30 tous les jours, je fais une petite séance d'étirement, mais qui est venue du confinement, parce qu'avant j'allais dans une salle. Et en fait, la salle était fermée. Et là, je me suis dit, mais Bernard, il faut arrêter d'aller dans les salles. Il faut que tu te fasses ton propre programme. Oui. Et en fait, je me suis fait mon propre programme, qui est très modeste. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas un corps extrêmement développé, mais suffisant, qui me permet d'être en contact, de ressentir des sensations internes, de pouvoir notamment résoudre des problèmes musculaires, etc. Voilà. Et c'est ça l'idée que Foucault avait bien montré, c'est que la question de l'entretien de soi, c'est aussi un moment philosophique dans lequel je vais pouvoir approfondir une connaissance à soi, au monde, aux autres, aller marcher en forêt, c'est pas quelque chose de sportif. Et ça, c'est intéressant parce que on s'inscrit dans une tradition, que Montaigne avait élaboré, que les anciens ont élaboré, c'est-à-dire une tradition selon laquelle si je ne m'occupe pas au quotidien de mon corps va s'occuper de moi. C'est-à-dire qu'il vient me faire retour. Il va dire, tiens, j'ai mal au dos. Alors justement, attendez, moi j'aimerais que vous m'expliquiez comment est-ce qu'on écoute son corps. Parce que quelquefois, c'est très brutal, le corps vous dit non. Voilà. Je veux dire, on se sent très mal et on ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que c'est qu'écouter son corps pour savoir qu'on file un mauvais coton et qu'éventuellement le corps va se rebiffer? Expliquez-moi ça, comment est-ce qu'on peut ressentir les choses? Il y a une question qui est la question de l'attention aux signes du vivant. C'est-à-dire qu'il y a une attention qui est due, par exemple, au fait que très souvent, si je prends la diététique, on va boire de trop, c'est-à-dire la question, ça a toujours été l'hubris. C'est-à-dire à partir du moment où on passe dans l'excès, à ce moment-là, la question de la démesure fait que le corps va envoyer des signaux
sur cette hubris. Et Vous voulez souvent, dire boire de trop d'alcool, mais pas trop d'eau. non, pas trop d'eau, évidemment. Non, mais Au je veux dire, contraire, je me suis laissé dire que justement, il fallait boire beaucoup d'eau Oui. pour écouter son corps. Un On litre parlait et de demi, produits ouais. spiritueux. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, la question, c'est porter une attention à son intériorité, à son intérieur, être à l'écoute de son corps, c'est justement ne pas être simplement dans une mécanisation de l'action productive tous les jours. C'est-à-dire que, bien sûr, je dois marcher, je dois travailler, je dois aller faire cours, je dois aller faire les courses, etc. Et dans ce moment-là, je vais user le corps. Je vais l'utiliser comme un outil. Mais en fait, ce n'est pas un outil. C'est un outil fonctionnel, mais en fait, je suis à l'intérieur de ce corps. Je suis incarné. Donc, comme utilisait le terme de chair, Fabienne utilisait le terme de chair tout à l'heure. Donc, voilà. Et donc, ce corps envoie des signes. Simplement, je peux faire comme si il ne me les envoie pas, parce que je ne fais pas attention. Voilà, je suis distrait, je vais passer ma vie sur les écrans, etc. Je ne fais plus attention. Si je prends des moments de méditation, de concentration, de calme, de respiration, de retrait, etc. Alors là, je vais me tourner un peu plus vers l'intériorité. Et ce sont des techniques qui existent depuis toujours. Je veux dire, l'auto-examen, l'autopalpation. Ce qu'on appelle les arts martiaux internes, où il voilà. y a une entrée tai chi chuan. Tout à fait, oui. Que Marceau avait fait. Et oui, on s'intéresse beaucoup avec nos doctorants au tai chi, au qigong, voilà, à toutes ces techniques. Voilà. Et pour vous raconter une anecdote très drôle, quand je suis allé au Japon pour faire des conférences sur le vivant, donc très respectueux, à la fin, il ne voulait pas dire que vraiment c'était nul ce que j'avais fait. Et il m'avait dit, mais vous savez, Bernard, quand même, je voulais vous dire qu'en japonais, il y a 15 mots pour dire le vivant. Hein, c'est-à-dire que le vivant dont tu parles, ce n'est pas le vivant de ceci, le vivant de cela, le vivant de cela. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, pour le vivant, on a réduit ça à du biologique, alors qu'en réalité, le vivant de la plante, ce n'est pas le vivant de l'animal, ce n'est pas le vivant de l'organe, etc. Donc il y a tout un travail, vraiment des perspectives intéressantes pour essayer de trouver aussi des mots, voilà, pour différencier la vivacité, la vitalité, la viabilité, enfin, vous voyez, l'invivable, etc. Donc c'est tout un travail d'arriver à montrer qu'il y a plusieurs états aussi dans la conscience de notre vivant. Bernard Andrieux, pourquoi au fond on n'apprend pas à l'école à écouter son corps? Voilà, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas profité de cette contamination? On a mis des milliards, voilà, et on n'a rien mis sur des projets éducatifs. Vous savez combien il y a de gens qui travaillent en sciences de l'éducation, en psychologie, en philosophie, dans le comité scientifique? 0. Voilà. On a complètement éliminé le projet, finalement, que les sciences humaines et sociales auraient quelque chose à dire sur cette relation au vivant. C'est pourtant fondamental. Oui. Merci Bernard Andrieux. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de cette publication, le Dictionnaire du corps en sciences humaines et sociales, que Patrick Tudor et moi, on vous recommande tout à fait. C'est d'une richesse. On a trouvé ça très, très On peut y riche. passer une année entière. Et puis un manuel d'émerciologie, Apprendre le langage du corps, Voilà. que vous avez aussi dirigé Voilà. aux éditions Mimesis. Tout à fait. Alors maintenant, je voudrais conseiller à nos auditeurs de fermer la télévision et d'écouter leur corps. Bernard Andrieux vient d'expliquer comment on peut écouter son corps. Et je crois que réfléchir dans l'instant à ce que son corps vous dit, c'est utile. Et bien plus, il faut ensuite prendre l'habitude de le faire plusieurs fois par jour. Et on comprendra mieux son corps. Merci.